Ok. Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus là ce soir. Notre sujet, c'est vous pensiez en avoir terminé avec les sandbox, avec les scratch-org, pardon. On va vous prouver que non, parce que nous aussi, on pensait à un moment donné que les scratch-org allaient remplacer définitivement les sandbox. Donc on a travaillé dessus, mais au final, pas forcément. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Thomas Parezo. Je suis lead technique Salesforce. Merci et bienvenue. Je suis très contente d'être parmi vous. Je m'appelle Alima Amouda, je suis consultante développeuse Salesforce depuis presque 3 ans et actuellement mon client c'est Edenred. Donc aujourd'hui on va présenter le contexte des sandbox scratch.org, comment historiquement nous sommes passés des sandbox à scratch.org puis revenir sur les sandbox. En vous expliquant exactement pourquoi ces choix a été fait et justifié. Après, on va faire bien sûr une démo avec des cas d'usage et on va terminer avec la conclusion et les questions-réponses. Donc les scratch-org aujourd'hui, nous, de notre point de vue, il y a un véritable intérêt si vous êtes un ISV. Donc si vous êtes un développeur indépendant à vocation à App Exchange. Là, on vous conseille fortement de passer par les scratch-org. Pourquoi? Parce que ça a vocation à être installé chez plusieurs clients, potentiellement réutilisés. Donc aujourd'hui, de notre point de vue, chez certains clients, on utilise surtout les scratch-org pour ça, pour des projets qui vont être réinstallés pour plusieurs personnes. Pour les sandbox, généralement, c'est intéressant pour les grands clients finaux où ils ont vraiment beaucoup de métadata parce que pour faire retrieve et récupérer la totalité, ça prend vraiment beaucoup de temps et ça arrive qu'on oublie à chaque fois des composants et des éléments. Et quand le projet aussi est en maintenance, et c'est très utile quand on n'a pas vraiment besoin de faire un package pour réinstaller ou bien le réutiliser ailleurs. Dans le contexte, aujourd'hui, nous, de notre expérience, on a commencé avec les sandbox. On a commencé il y a 6 ans avec Mavensmate, ForceIDE.com, la développeur console. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de clients qui restent encore sur cette technologie-là. Ensuite, il y a 2 ans, donc avec Fabien Taillon qui nous a bien aidé dans ce déroulement, on a mis en place les scratch-org. C'était une fonctionnalité assez novatrice, c'était récent, mais assez compliqué. Et aujourd'hui, il y a 6 mois environ, on a vu que la fonctionnalité de source tracking a été mise en place aussi pour les sandbox. Et du coup, on a switché vers cette technologie. On va vous expliquer plus en détail les avantages, les inconvénients de ce choix après. Donc, comme il a dit Thomas, donc, on a utilisé le scratch.org pendant vraiment 2 ans. On a eu quelques problématiques. Par exemple, sur les flexi-pages, on ne peut pas tout mettre dans le repo parce qu'il y a des métadatas qui ne sont pas disponibles, disponibles sur le scratch.org. Par exemple, Milestone ou bien Case Timer, si vous connaissez. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, on avait un fichier Force Senior très chargé. Par exemple, il y a le profil, il y a quelques record pages, quelques profils et des pages layout aussi. Après, par exemple, nous, on a bossé chez des grands clients. Je prends l'exemple Edenred. Ils ont vraiment beaucoup de métadata. Du coup, la création des scratch.org, ça prend vraiment beaucoup de temps, donc presque minimum 40 minutes. Et donc, ces points est vraiment très gênant. Après, bien sûr, s'il y a en cas d'erreur ou bien en cas de problème réseau, donc il faut à chaque fois donc recommencer le déploiement et c'est vraiment parfois c'est un perte de temps et aussi les développeurs ils attendent que le scratch.org soit créé pour continuer à bosser sur son ticket. Après, le dernier point, c'est l'expiration des scratch.org 30 jours. C'est pas très intéressant parce que généralement, c'est pas très conseillé de bosser sur une fonctionnalité ou un projet qui dure 30 jours sans vraiment pusher sur un repo, mais ça arrive. Et du coup, si quelqu'un il va préparer tous ces jeux de données sur le scratch.org et il va commencer à bosser et tout ça, et après, ça expire en 30 jours, donc c'est vraiment hyper et c'est pas vraiment très pratique. L'un des autres inconvénients, c'est aussi le fait que mettre en place la scratch.org a un coût.
Aujourd'hui, vous êtes si vous commencez sur un nouveau client, c'est assez simple. Vous allez pouvoir commencer directement vos métadatas, vous allez créer votre repo. C'est simple et c'est peu coûteux. Demain, vous avez un client. Nous, on a commencé avec Edenred. Donc, vous imaginez bien, c'est un client qui a environ 800 utilisateurs. Donc, ils avaient déjà beaucoup de classes Apex, beaucoup de Visual Force, beaucoup d'Aura. Et du coup, il fallait tout tirer petit à petit. Et en plus, par population, il fallait découper par package, il fallait essayer d'optimiser, il fallait que ça tienne. Donc, c'était vraiment très coûteux. Ça a pris vraiment beaucoup de monde ont travaillé dessus. Et ça nous a pris plusieurs mois pour avoir quelque chose de stable. Et même encore aujourd'hui, on devait encore tirer des métadatas parce qu'avoir la totalité, c'est devenu très, très difficile. Ensuite, vis-à-vis des mises à jour de SFDX, on a eu plusieurs contraintes, comme par exemple, à un moment donné, pour le déploiement, il y avait un petit bug dans SFDX. Le problème, c'est que vous vous posez la question, est-ce que c'est SFDX qui bug ou est-ce que c'est vous, votre projet, qui a été mis à jour et qu'au final ne fonctionne plus? Donc ça prend du temps. C'est une personne qui va devoir passer du temps, qui va devoir corriger et qui va forcément améliorer le système. Aussi, l'autre souci avec les scratch-org, c'est la maintenance de différents scripts. Plus le repo va grandir, plus vous allez devoir maintenir votre repo. Vous allez devoir faire de la maintenance. Il va falloir installer des jeux de données. Il va falloir gérer l'installation des packages. Ça, c'est une problématique que nous n'avons pas aujourd'hui sur les sandbox. Car vous avez déjà vos packages, vous allez refresh, vous allez directement récupérer vos packages sur la sandbox. Si maintenant on rentre dans la définition du source tracking, c'est assez simple. Aujourd'hui, quand vous êtes sur vos développeurs console, c'est un peu l'équivalent de vous déployer une seule metadata. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'avec une sandbox, vous allez pouvoir créer des champs sur votre sandbox, créer des classes Apex directement sur votre local. Et avec tout simplement 2 commandes, vous allez pouvoir faire transiter les métadatas entre votre PC et la sandbox. Mais bon, pour les commandes, Halima va en dire plus. Donc, les commandes les plus utilisées pour le source tracking, c'est force source status pour gérer vraiment, pour montrer les fichiers qui ont été modifiés. Après, les force source pool, c'est pour récupérer si quelqu'un a fait des modifs côté sandbox, il va le récupérer sur VS Code sur son local. Le push, c'est l'inverse. Si on fait des modifs en local VS Code et après on veut les mettre sur le sandbox. Après, il y a Force Source Tracking Clear. Ça, c'est pour vraiment nettoyer et mettre à plat en local. Et pour Reset, c'est vraiment mettre à plat entre local et sandbox, donc en local et remote. Après, il faut vraiment faire attention pour les 2 commandes Force Source Deploy et Force Source Retrieve. Il vaut mieux éviter parce que le fait de les utiliser, les sources tracking devient un peu plus compliqué et les modifications ne seront plus précises, on peut dire. Donc, les 2 commandes qui sont les plus utilisées, c'est les pull et les push et pas les deploy et le retrieve. Pour activer la fonctionnalité, au préalable, vous allez devoir aller sur votre production, aller dans la configuration, vous allez dans la recherche rapide, taper DevHub, et ensuite vous avez juste la petite case à cocher. Une fois que l'activation a été faite, rien de plus simple. Il va falloir que vous créez ensuite votre sandbox. Vous allez créer votre sandbox et ensuite vous allez pouvoir utiliser le source tracking directement depuis votre local avec votre sandbox à vous. Donc, nous, on a utilisé le source tracking là, pendant presque 6 mois. Donc, les avantages, les inconvénients, c'est vraiment, pour le moment, c'est la sandbox, elle est toujours ISO prod puisqu'on fait le refresh comme il a montré Thomas. Après, il ne faut pas nier qu'il y a une autre source de vérité, il faut qu'il reste toujours Git. Donc, s'il manque des métadatas, on récupère soit des prod, soit des sandbox si c'est récemment on a fait le refresh. Après, ce qui est bien aussi avec les sandbox, quand on commence de travailler sur un ticket, c'est que tous les métadatas système, on l'a. Donc, pas besoin de créer des scripts pour créer le user ou bien le profil. Donc, on a tout ce qui est les utilisateurs, le profil. Et ce qui est bien aussi, il y a même les product 2, donc on n'a pas vraiment besoin de créer un script pour importer les produits et les articles. Aussi, on n'a plus besoin d'utiliser les DevHub comme sur les scratch.org. Et les points négatifs aussi sur le source tracking, mais ce n'est pas très gênant. Il faut sandbox soit développeur pro. Sur les partiels et les full, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Et après, il est aussi conseillé de rafraîchir la sandbox au moins
à la fin des sprints ou après chaque mise en prod. Comme ça, c'est toujours ISO. Là, on vous présente un exemple de méthodologie aujourd'hui qui est mis en place pour les développeurs. Aujourd'hui, par défaut, un développeur est égal à une sandbox. Vous commencez en haut, la connexion, vous allez vous connecter à votre environnement. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc votre sandbox, elle est refresh, ISO prod. Vous allez cloner votre repo Git. Le but, c'est d'avoir un repo Git. Tous les développeurs doivent prendre le même repo Git. Ce repo, vous allez faire le source tracking, la reset tracking que présente Alima précédemment, qui vont vous permettre que vos métadatas soient table rase entre la sandbox et votre local. À partir de ce moment-là, c'est un peu comme Git quand vous faites une modification, les fichiers vont être traqués. Une fois que ça c'est fait, c'est très simple. Une fois qu'on a le tracking, on peut créer sa branche, on développe sa fonctionnalité. Encore une fois, on utilise le push et le pull pour retrieve les métadatas et les envoyer entre la sandbox et le local. Une fois que la fonctionnalité 1 a été faite, vous allez pouvoir faire votre git commit, le git push et ensuite la pull request. À ce moment-là, normalement, votre pull request est en cours de validation. Elle n'est pas encore validée. Potentiellement, vous avez créé un champ à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez repartir sur la branche de développement, donc la branche commune à tous les développeurs, vous allez pouvoir par la suite donc faire un push, et à ce moment-là, les métadatas que vous avez créés en trop vont pouvoir se supprimer, ce qui évite en fait de rafraîchir sa sandbox à chaque fois entre chaque fonctionnalité. Une fois que là vous êtes ISO, vous allez pouvoir donc créer votre branche. Vous êtes sûr que les fonctionnalités de votre branche 1 n'est plus disponible sur la sandbox, et vous allez pouvoir faire la fonctionnalité 2. Vous allez pouvoir développer, faire votre pull push encore une fois. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre git commit, votre git push et la pull request. Et en fait, si on regarde bien, on n'a plus besoin de refresh, on est un peu dans une boucle. Systématiquement, ça tourne et donc on gagne un peu de temps. On gagne beaucoup de temps comparé à une création de scratch.org qui peut prendre jusqu'à 45 minutes, voire 1h30 dans certains cas. Donc là, je vais vous parler un peu des types de packages. Donc, il y a deux types, Inlocked Package et Managed Package. Inlocked Package, c'est vraiment très utilisé sur les scratch.org. Donc, les buts, c'est le travail collectif, le code source accessible. Et, par exemple, on a un client qui est en France, qui vient de gagner un marché en Espagne, on peut dire. Il a envie d'installer les mêmes packages. Donc, on passe vraiment à un locked package. C'est vraiment très intéressant et c'est le plus utilisé pour les scratchers. Pour les managed packages, c'est le code source est caché, utiliser les namespaces et aussi on peut créer pour chaque package, il y a une version. Et pour les deux, on utilise bien sûr les versionning. Pour les managed packages, c'est utile pour si on va faire par exemple Apex Change, aussi pour gérer cacher ou que personne ne vole notre code, mais ça reste intéressant. Actuellement, chez notre client, on n'utilise ni l'un ni l'autre, mais on passe plutôt par l'intégration continue. Pour l'intégration continue, encore une fois, une sandbox est égale à un développeur. À ce moment-là, comment ça se passe? Le développeur va faire sa fonctionnalité. Là, c'est un exemple. Vous allez trouver plein de schémas. Il y a plusieurs façons de faire. Nous, c'est celle-ci qu'on a implémentée aujourd'hui. Donc, vous allez avoir une sandbox, un développeur. Le développeur va faire sa fonctionnalité, va ensuite essayer de faire un build pour voir s'il n'a pas oublié un point-virgule en trop, si ça ne compile pas. Dans le cas où ça ne passe pas sur QA juste pour valider, on va repartir dans le développement. Dans le cas où ça passe, le développeur va pouvoir faire sa pull request. Sa pull request, ensuite, une fois validée, va être déployée sur la recette et va être déployée en pré-production, ce qui va permettre aux testeurs de tester la nouvelle fonctionnalité. Toutes les 3 heures, il y a quelque chose qui a été mis en place et toutes les 3 heures, il y a un développement automatique sur une autre sandbox qui est QA Release qui permet de vérifier les tests des classes Apex, ce qui permet de remonter les anomalies assez rapidement. Et une fois à la fin de votre sprint, parce qu'on est en agile aujourd'hui, comme beaucoup d'équipes, on part sur la production. Une fois que c'est mis en production, on va refresh QA et QA Release afin de repartir dans notre boucle. Aujourd'hui, les outils que nous utilisons, c'est Azure DevOps, donc qui permet l'intégration continue, SFDX CLI, et on a aussi la mise en place de SFDX Git Delta, qui est un plugin. Mais bon, le Git Delta est un sujet à part entière. Il a été mis en place par une personne qui est ici, Clément là-bas, qui pourra nous faire justement un jour une future présentation. On l'espère bien. Et maintenant, on va pouvoir passer à la démo. Pour le démo, j'ai préparé 2 cas d'usage. Donc, deux- ouais.
partage mon... Attends, donne, je vais le faire. Alors, juste 30 secondes qu'on se mette en place. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je suis sur une branche main ou bien release, ou donc ma branche principale. Ici, ma sandbox Meetup Tracking. Donc là, je vais commencer, par exemple, j'ai une demande des métiers de créer un champ sérétisé, un champ picklist. Donc, Dans le doute, vous êtes sur un nouveau PBI. Donc là, on va partir sur sa branche, nouvelle fonctionnalité. Et à ce moment-là, c'est bien de reset votre tracking pour être sûr que vous partez table rase entre votre sandbox et votre local. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à partir sur votre sandbox et faire autant de modifications que vous voulez. je mets juste la commande force source status pour voir s'il y a des modifications ou pas avant de commencer. Là, je vais changer. Je vais aller sur ma sandbox. Vous m'entendez? Oui, oui. On voit plus votre écran à distance. On voit le slide démonstration. C'est bon? Vous voyez bien l'écran? C'est bon, merci beaucoup. Super, merci à vous. Merci. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer que l'avantage de passer par cette solution-là, c'est vous arrêtez de passer par la développeur console et dès demain, vous essayez VS Code, votre sandbox, et vous essayez de gagner du temps. Donc la création d'un champ simple. Donc, je fais picklist. Il ne faut pas nier, le profil ne marche toujours pas ni sur les sandbox, ni sur les scratch-org. Donc là, je l'ai rajouté aussi sur la page layout. Et je vais le rajouter aussi sur la permission set. L'objectif, c'est si vous travaillez par exemple à plusieurs, ça peut être pas mal. Vous pouvez avoir un administrateur qui va vous créer les champs. Donc l'admin va créer tous les champs pour vous. Et si vous êtes côté dev, après, vous allez juste faire un pull, vous allez récupérer la totalité et hop, vous allez repush votre classe Apex. Et donc c'est vraiment un gain de temps. Vous allez travailler sur une seule sandbox, vous ne vous souciez plus de créer votre package avec Ant, et c'est vraiment un gain de temps. Là, je vais rajouter les champs. Donc là, je retourne sur VS Code et je vais faire un for source pool. Donc là, il a récupéré donc les champs, les pages layout et aussi, puisque c'est un champ de liste, donc les record type et les partition set. Là, ce que je vais faire, je vais créer une classe Apex donc côté VS Code. Donc là, c'est vraiment, on vous a montré la partie administration. On a créé le champ. Maintenant, la côté dev, on va créer en local sa classe Apex et on va la push directement sur la sandbox.
Et ouais, c'est bon. Donc là, je vais faire SFDX force push. Petite parenthèse, depuis tout à l'heure, on tape des lignes de commande, mais l'objectif n'est pas forcément de passer par des lignes de commande, hein. Quand vous allez développer, tiens, attends, excuse-moi, juste 30 secondes. Vous allez directement développer, vous avez le CTRL-SHIFT-P, ça va vous ouvrir la console panel de VS Code. Là-dedans, vous allez retrouver la plupart. Si vous marquez push, manque de bol, effet démo, il ne prend pas. Normalement, je ne suis pas non, c'est parce que je ne suis pas logué. Tu t'es pas logué là tout de suite. Il faut que vous vous loguiez une fois à votre sandbox. Une fois que vous êtes logué à votre sandbox, vous allez quitter VS Code, petit bug, vous le relancez. À ce moment-là, vous allez avoir le push, le pull qui vont apparaître. Donc là, j'ai fait le push, je vais aller sur ma sandbox. La développeur console, il fallait pas Bah, qu'on la montre. bah si. Et là, La magie. la magie. Voilà, donc ça, c'était le premier use case qu'on fait quasiment tous les jours aujourd'hui sur Salesforce. On n'a pas trop le choix, hein. Créer des champs, c'est le b.a.-ba de Salesforce. Donc là, je vais pusher la totalité sur ma branche. Et Alima, elle adore les lignes de commande. Donc vous avez sur l'interface, même pour guide, vous pouvez cliquer sur des petits boutons plus, ça ajoute directement, ça stage, c'est vraiment bien fait, hein. Mais bon, une puriste. Donc là, je vais revenir sur ma branche main. Donc là, le deuxième use case, je vais supprimer un champ qui existe aussi, qui est référencié dans une permission set. Juste avant de créer ma branche. On voit les bonnes pratiques, hein. On ne modifie pas le main directement, toujours créer une branche. Hein, on les connaît certains là-bas. Donc là, je retourne sur ma sandbox, sur mon objet account, et j'ai par exemple un champ qui est doublon raison sociale. Je vais les supprimer. C'est plutôt bien quand vous voulez faire du nettoyage, parce que vous ne savez plus où les champs sont utilisés, pas trop utilisés. Vous allez directement le supprimer. Et normalement, s'il n'y a pas d'effet démo, la magie opère encore une fois. Donc là, normalement, il va supprimer le champ et aussi il va ramener la permission set avec. Donc on voit bien ici la permission set qui a été modifiée, la présentation des pages aussi et les champs qui est déjà supprimé. Et voilà pour la démo. Donc là, on vous a montré le pull, le push, la suppression de champs, l'ajout de metadata. Et tout fonctionne plutôt bien. C'est plutôt rapide, hein. Imaginez-vous si vous devez en créer 50 des champs, plus des objets, plus de la suppression, de l'audit. Ça vaut vraiment le coup. Donc repassons maintenant à la présentation, hein. Pour conclure, du coup, les scratch orgs, c'est bien.
Si vous avez réellement vocation à faire une app exchange, on vous le conseille fortement. Ou alors si votre client décide de l'installer sur plein d'orgues différentes. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas vous prendre la tête, sincèrement. Il y a beaucoup moins de maintenance, c'est moins fastidieux. Même si demain, vous avez des clients de façon temporaire qui vous demandent une fonctionnalité au forfait, passez directement à la sandbox. Ça vaut vraiment le coup. Vous créez votre repo, vous faites votre fonctionnalité, vous récupérez les métadatas dans votre repo et vous packagez. Donc aujourd'hui, c'est notre vision des choses. On attend votre feedback là-dessus. N'hésitez pas. Hein. Donc, si vous voulez souhaiter nous contacter plus tard, si vous avez des questions ou même des démos, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous avez l'adresse mail là qui s'affiche. Ça pourrait faire aussi un sujet d'une autre démo un jour. Je ne sais pas si on peut ici, certaines personnes codent du LWC. Donc, on a des développeurs là qui sont nouvellement certifiés JavaScript parmi nous. Et donc, du coup, je sais que certains codent du LWC, mais on pourrait passer un peu au niveau au-dessus. Nous, on a fait avec Alima un petit site. Bon, on ne vous le montrera pas, on vous laissera y aller. Hein. La petite URL avec projet a été codée en LWC open source et en utilisant les base components. C'est-à-dire que demain, vous pouvez faire votre site personnel en dehors de la plateforme Salesforce. Et ça, c'est un vrai atout parce que si la communauté sur LWC grossit, on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Moi, ma question là-dessus, c'est à quand le mobile? Mais ça va sûrement arriver d'ici là. En tout cas, un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'être venus. Merci Fabien aussi. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. C'est avec plaisir. Si vous avez des questions, on y répond. Oui. Salut. En fait, j'ai une question par rapport justement où vous avez parlé d'un premier coup qui était du passage d'une sandbox vers les scratch.org. Et ça a été quoi le coût de repasser justement à des sandbox en fait derrière? Le coût sur ce coup-là, c'était minime. Pour le cas, quand tu passes de scratch.org à une sandbox, il n'y a quasiment pas de coût. Mais par exemple, au début, quand on était sur une sandbox, on a dû changer tous les ID. Je pense que vous avez été confronté à ce problème-là, les ID en brut. Ouais. Donc, on avait des ID partout, on a tout remplacé avec des SOQL. Donc là, aujourd'hui, on se permet de remettre des ID, par exemple. C'est un des avantages. Parce qu'on n'est plus en scratch.org, potentiellement, sur certains sujets comme les profils, on les réutilise en ID. Après, on a gardé des bonnes pratiques, qui est qu'on n'utilise plus de profils, on garde les permission sets. Donc ça aussi, c'est un avantage. Le coût de passer d'une sandbox à une scratch.org, il est vraiment minime. D'une scratch.org à une sandbox, il est minime. Et du coup, c'est surtout aussi, moi, je pense à la CI, parce que nous, du coup, on investit beaucoup sur la CI en ce moment avec des scratch.org. Donc, genre, on en génère à chaque fois, on pousse toutes nos sources dessus et tout. Vous, du coup, vous aviez ça avant avec les scratch.org et vous êtes repassé sur les Ouais, sandbox. on avait une scratch.org qui se générait à chaque fois. Donc, Ouais. c'était notre CI à chaque fois. Le souci, c'est que ça prenait vraiment 45 minutes. Quand on avait les petits bugs, ou à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, problème de proxy, problème de quelque chose, ça tombait à zéro. On avait un faux positif. Et aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Et grâce au Delta qui a été mis en place, on peut livrer la différence en très peu de temps. Et avec le petit QR release qui tourne toutes les 3 heures, on est sûr que nos classes de tests sont testées régulièrement et qu'on n'a pas de différence comme ça. Ok. Ça marche. On a pu répondre. Ouais, carrément. Super. Et le Delta, du coup, c'est un truc qui s'utilise en plus, c'est ça? C'est un plugin SFDX, ce qui va permettre de faire des différences entre plusieurs branches. Le dernier commit, par exemple votre branche release, et la branche qui vient d'être push. Et ça fait le delta, ça fait la différence, ça génère un package Ant et ça le deploy comme ça. Trop bien. Un package XM. Ouais, c'est gratuit. Ok, c'est noté. Et dernière question, pardon, je suis désolé. Pour les refresh, du coup, ça vous prend combien de temps par contre du coup, Les refresh sont plutôt rapides. Hein. Avant, au début, les sandbox, moi j'avais connaissance il y a quoi, 5-6 ans, ça pouvait mettre de 1 à 5 heures, c'était réel. Aujourd'hui, les sandbox, c'est vraiment maximum 1 heure et on a tous notre sandbox. Hein. C'est vraiment, on est une équipe de 6 développeurs et c'est assez rapide. Hein. Ça mouline. Seul petit souci, si vous les refresh tous en même temps, ça se met en séquentiel. C'est pas en parallèle. Donc ça, il faut prévoir. Mais aujourd'hui, si on joue bien avec le SFDX Force Tracking Reset, ben, en réalité, on se débrouille pour qu'on n'a pas forcément besoin. Pas forcément, parce que c'est vrai, de temps en temps, on va modifier une metadata qui va tirer un profil, vous allez essayer de refaire un push, et là, on va vous dire impossible de repush. Et à ce moment-là, vous refresh votre sandbox, c'est la seule solution. Ok. C'est clair, merci. Bonjour, du coup, je voulais savoir s'il y avait des limitations
selon le nombre de sandbox où on pouvait activer du coup les sandbox tracking. Ou c'est la limitation de. Alors aujourd'hui, normalement, sur une org unlimited de Salesforce, vous Ouais. pouvez faire 40 scratch org. Et on a la même contrainte au niveau des sandbox. On peut avoir 40 aujourd'hui sandbox par org. Ok, d'accord. Développeur C'est- normal. Du coup, en fait, la limite de sandbox, c'est en fait la même limite. Ouais. Nous, c'était de la même. Salesforce. C'est ça. Après, je ne Ok. sais pas si on contacte Salesforce, est-ce qu'on peut augmenter l'une ou l'autre des limites? C'est possible. Après, c'est peut-être du forfait. Voilà. Si on paye, on peut peut-être avoir plus. plus. Ok, ouais. Voilà. Ouais, faut payer quoi. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. Une question simple pour les pièces jointes, pour les jeux de données. Vous les gérez comment? Vous avez des scripts ou... Alors, on a des scripts. Aujourd'hui, on a des scripts. Après, on n'a pas utilisé encore la fonctionnalité, mais l'objectif, ce serait d'avoir une sandbox un peu chapeau, et on pourrait cloner cette sandbox-là. En théorie, ça devrait ramener les métadatas qui sont avec et les jeux de données. Ça, on n'a pas encore travaillé sur cette partie-là, mais ça éviterait de faire des scripts. Aujourd'hui, vu qu'on a fait des scripts pour la Scratch Org, autant être franc, on réutilise ces scripts-là. Et puis après, si, encore une fois, on arrive à bien jouer avec le tracking reset, on ne refresh pas sa sandbox tous les 4 matins. Du coup, nos jeux de données, on peut les avoir. Ne faites pas les timides. J'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Ah si, oui, on t'entend. Merci. Comment est-ce que vous faites enfin, en gros, quand vous avez un public qui est non technique, c'est-à-dire des consultants, hein, on en connaît tous, il y en a même des très bien, est-ce que vous les avez formés à tout ça, ou alors est-ce que vous avez des techs qui s'occupent de tout ce qui est déploiement, delivery Alors, on a un tech lead qui s'occupe de tout ce qui est déploiement, delivery aujourd'hui. Et on les forme. À chaque nouvel arrivant, aujourd'hui, on a un développeur guide qui explique la marche à suivre. Le schéma qu'on a montré tout à l'heure sur le processus de développement, aujourd'hui, toute l'équipe le connaît. Et c'est ce schéma qui est utilisé vraiment par toute l'équipe. Dès qu'une personne arrive, là, on a eu un nouvel arrivant il n'y a pas longtemps. Et pareil, il s'est mis au pas là-dessus et il fait son check-out, il fait son reset et il refresh sa sandbox, pareil. D'accord, mais vous avez que des techs en fait dans votre équipe. Vous n'avez pas de gens qui ont fait des écoles de commerce et qui ne veulent pas faire une ligne de commande. Non, non, aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, on n'a que des gens techniques. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sur le schéma, j'avais pas bien compris à quoi servait le QA release. Pourquoi vous faites vos validations sur une sandbox séparée et pas directement sur la prod ou... Pour les classes de test. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes plusieurs à travailler et qu'on n'a qu'une seule sandbox pour la validation. Donc le delta permet de livrer rapidement pour vérifier qu'il n'y a pas de faute, par exemple une faute de syntaxe. Ça, c'est la QA normale qui fait juste un validate avec je ne sais pas si vous voyez le déploiement, vous avez le cercle de gauche, cercle de droite. QA, il est là pour le cercle de gauche, s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Et le QA release, par contre, vu qu'on a le delta, on ne sait pas si on va casser quelque chose sur une autre classe Apex qui était déjà là, vu qu'on livre seulement le delta. Donc, ça nous permet de rejouer la totalité des classes de test à chaque fois. Et donc, toutes les 3 heures, on sait si on a cassé quelque chose ou pas. Avant de livrer en prod, donc pour être sûr que ça va passer en prod. C'était la différence avec un validate sur la prod? C'était ça le... Vu qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls sur la production, le problème du validate, c'est que ça va vous faire le quick deploy. Si vous avez quelqu'un qui passe sur votre deploy, vous avez raison. Ok. L'avantage, c'est qu'au moins, on est sur une sandbox. Ça arrive aussi. Vous pouvez avoir des bugs sur le QRMS. Pour débugger, qu'est-ce que vous faites? Recette, métier, voilà, réglation de fonctionnalités. Et si vous avez une classe Apex qui plante et que vraiment vous ne trouvez pas la solution, vous allez pouvoir déployer la totalité de votre package du coup, sur QR Release, c'est le test, et vous allez débugger directement sur cette sandbox-là. Et donc, c'est un avantage. Et donc, vous la rafraîchissez dès que vous faites une livraison en prod? Oui. Encore une fois, on a des amis qui ne sont pas directement forcément dans l'équipe, mais qui peuvent modifier le label d'une file d'attente ou le label de quelque chose. Et donc, on n'est pas au courant de cette modification-là, c'est une grosse instance. Aujourd'hui, on refresh quasiment tous les 2 semaines. Et les sandbox des développeurs, vous les rafraîchissez plus en fait? Vous récupérez juste les packages? Ça dépend. Il y a certains développeurs qui ont l'habitude de refresh régulièrement parce qu'ils ont tendance peut-être à... C'est un peu compliqué. C'est vrai qu'au début, il y a une mécanique à apprendre qui est le reset. Il ne faut pas se planter au moment où on fait le reset parce que si on se plante, ça, bon,
c'est compliqué. Donc, mais si une fois qu'on a pris cette mécanique-là, en réalité, non. Le refresh se fait une fois par mois pour être sûr, comme les files d'attente, pour être sûr qu'on n'a pas un décalage. Mais sinon, aujourd'hui, non. Quand un développeur, par exemple, va travailler pendant un mois sur une mise en place de web service ou quelque chose comme ça, on sait que c'est le seul à travailler là-dessus. Normalement, lui, il va être plutôt tranquille. Ok, merci. Du coup, moi, juste pour être sûr que j'avais bien compris, là, c'est-à-dire quand vous déployez juste le Delta, là, vous lancez aucune case de test, c'est Non, ça? du Juste pour tout. déployer rapidement et C'est ça. Si tu valides rapidement, et ça permet au tech lead de valider la pull request ensuite, rapidement, et ça lui évite d'attendre ou de casser potentiellement release, parce qu'il voit en amont que le build ne fonctionne pas. OK. J'avais quand même une autre question, même si je connais déjà la réponse, mais je pense que c'est intéressant. Je sais qu'au début, vous avez commencé à bosser avec Unlock Package, justement, mais est-ce que vous avez trouvé ça bien ou pas bien, au final? Est-ce que vous recommanderiez aux gens de s'en servir ou de ne pas s'en servir? Qu'est-ce que tu entends par unlock package? Comment on livre aujourd'hui ou vraiment la création du package à part Est-ce entière? que tu déploierais en prod dans un Unlock Package ou via la Metadata API? Je préfère Metadata API. Unlock package, aujourd'hui, c'est vraiment le use case, c'est on a plusieurs pays. J'ai une org Salesforce, je veux gérer la France, l'Italie, l'Espagne. Bah là, le unlock package, il est pas mal, ça vaut le coup. Sinon, non. Après, App Exchange, je manage le package aussi. Et là, je conseille énormément, parce que la notion de namespace, vous décidez de faire une App Exchange, quelque chose de simple. Vous voulez voir, par exemple, le nombre de child, d'enfants dans la territory. Bah ça, c'est bien de faire en managed package, par exemple. Ok, merci. Est-ce qu'il vous reste des éléments à gérer à la mano après avec SFDX ou non? Franchement, aujourd'hui, de moins en moins. Parce que avant, on avait, par exemple, avec les scratch.org, on avait exclu certains layouts à cause des packages qu'ils pouvaient installer. Donc, on a un package qui s'appelle BMC Remedy. L'installation de ce package, 1 heure et demie, et encore, vous avez des erreurs. C'est extrêmement compliqué. Donc, aujourd'hui, on a quasiment la totalité des métadatas qui sont livrés. Quasiment tout. Donc, on récupère la plupart même des record pages. Donc, c'est au contraire, on récupère plus de métadata qu'avant. Donc, on ose plus. Très bien, merci. Moi, j'aimerais bien Aujourd'hui, juste, les profils, vous les livrez pas, c'est ça? les profils, non. On est en permission set sur quasiment tout. Et après, sinon, les actions manuelles sur certains profils à la limite. Pour les cocher les FLS, c'est tout. Mais aujourd'hui, on essaie de passer tout en permission set. Vous avez passé tout l'existant en permission set? Non, petit à petit, sur les petit à fonctionnalités qui sortent. Par exemple, demain, tu vas voir, je sais pas moi, une gestion des sirettes comme elle a montré à Lima, et il aura seulement cette permission set-là et c'est telle population qui pourrait y accéder. Du coup, maintenant, tu préconises d'avoir un seul profil avec plusieurs permission sets. Aujourd'hui, oui. Ouais, à maintenir, c'est plus simple parce que demain, tu veux faire un user API. Par exemple, tu as une permission set API, tu peux avoir une permission set pour telle ou telle fonctionnalité, pour le service, pour le sales. C'est beaucoup plus simple à maintenir sur les permission sets. En plus, maintenant, il y a les ensembles de permissions. Donc, ça aussi, c'est vraiment bien. Ça permet de regrouper plusieurs permission sets et ça vaut le coup. Merci. T'as une question? On peut en trouver si tu veux. Bonjour. Oui. Excusez-moi, j'ai mal écouté. Du coup, j'ai pas bien compris la différence entre le reset que vous avez utilisé et le clear. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux, s'il vous plaît? Et clear, c'est vraiment pour, par exemple, tu as fait une modif en local, mais tu as changé d'avis, tu veux pas le pusher sur la sandbox. Et tu n'as pas encore fait source push. Et là, tu peux faire clear. Donc, c'est vraiment qu'en en local. Si tu fais reset, donc ça veut dire que tu as nettoyé sandbox et aussi VS Code. Donc, local et remote. C'est pour la question piège, c'est ça? Bonjour. Pour les forces juniors, vous mettez que les profils. Il n'y a pas d'autres métadata. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a quasiment que ça. Que les- Ouais. D'accord. Tout le reste a été retiré. C'est parfait. Bonsoir.
Vous disiez du coup que vous utilisiez uniquement les permission sets et du coup un seul profil, si j'ai bien compris Non, tout à l'heure. on a plusieurs profils Ok. qui quand même délimitent les populations, mais après, à l'intérieur de ces mêmes populations, pour les droits, on les gère avec les permission sets. Ok. Et du coup, aujourd'hui, dans le processus, quand on crée un nouvel utilisateur, on est forcément du coup obligé de passer par, on lui désigne un profil et ensuite on lui assigne toutes les permission sets dont on a besoin. C'est un peu ça. Nous, aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on maîtrise. C'est pas nous qui gérons donner les accès, mais ils utilisent Identity Connect, qui est une brique qui permet de définir un type de profil de personne avec le profil et l'ensemble des permission sets qui vont aller avec ce profil-là. Donc, quand il y a un nouvel arrivant dans l'Active Directory, il va être automatiquement matché pour intégrer Salesforce avec les bons paramètres, les bonnes configurations. Donc du coup, en fait, il y a une sorte de processus automatique, Ouais, plus c'est ou moins automatique trigger, on aujourd'hui. va dire, qui a tendance à rajouter tout le truc. Ouais, c'est Ok. automatique. Merci. Encore des questions? Moi, j'en ai une petite après. T'as une question? Vas-y, vas-y. T'as attendu que je revienne là pour... Je reviens sur le clear et le reset. Il n'y a pas de fonctionnalité pour dire je clear juste ma dernière action. Parce que si on se dit on a fait une tripotée de changements et qu'en fait il y en a deux qu'on n'aurait pas dû le faire, ou on fait comment? Sur la sandbox, par exemple? Ouais, sur la sandbox ou... Non, quand on fait pull, vraiment, on récupère la totalité des actions qu'on fait sur la sandbox. Si par exemple, quelqu'un écrit un champ et il supprime en même temps, après on fait pull, bien sûr, il ne va rien récupérer. Ok. Donc il faut refaire l'action en inverse, quoi. C'est ça. Ok. Parce que reset, c'est pas vraiment annulé en fait. Hein. C'est plus pour. Table rase. On trace les changements qu'on fait en local, on trace les changements qu'on fait sur l'org et c'est pour remettre le truc d'équerre, mais ça va rien annuler. Après, tu as Git, ça veut dire que s'il y a des trucs qui ont été faits, peut-être qu'avec Git, on peut revenir en arrière éventuellement. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, ce qui serait génial, ce serait un peu un système de SFDX avec Git. Parce que des fois, vous avez des hotfix. Donc, vous êtes sur votre PBI, très bien, sur votre ticket. Vous êtes en train de faire le développement. Et là, vous allez utiliser le reset. Là, il y a un hotfix, il faut tout de suite livrer. Donc là, le problème, vous allez faire votre reset. Donc là, vous allez recréer toutes les métadatas. Alors, si on avait une possibilité de dire, on le stash, on le met de côté et on y revient plus tard, ce serait vraiment génial. Il faudrait que SFDX, là-dessus, se repose un peu comme Git. Est-ce que tu peux pas le faire avec Git déjà? Non, parce que le tracking, j'arrive pas à le remettre aujourd'hui. Aujourd'hui, si je pars sur un hotfix, je ne peux pas récupérer mon tracking. Donc peut-être on peut le faire avec le point .sfdx. C'est vrai qu'à chaque fois, on met ça dans le git ignore. C'est le répertoire caché. Si on l'enlève, peut-être on pourrait le faire. Ça, c'est une bonne idée. C'est quelque chose qui est faisable, peut-être. De tracker. On va tester, vous présenterez ça l'année prochaine. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je sais pas, en ligne, il n'y avait plus personne qui avait des questions là? Dans la discussion, peut-être. Moi, c'est bon. Super. Ok. Moi, je suis juste curieux. Est-ce qu'on peut juste à la main levée, combien d'entre vous aujourd'hui utilisent les scratch.org? Je lève la main de loin. Ouais, je lève la main de loin aussi. 6. Non, le scratch.org. Qui crée sa scratch.org attend la création comme ça. Et après, c'est bon. OK. Il y en a combien qui sont sur les sandbox aujourd'hui? Les sandbox, OK. Vous utilisez le source tracking ou pas du tout sur vos sandbox? Non, oui. Au milieu, oui, vous l'utilisez. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous ferez demi-tour, vous repartirez à la développeur console? Je peux te demander. Non, à aucun moment. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même une Ça vraie... pas la tête. Pardon? Bah non, quand même. Ouais, donc c'est quand même une vraie... horrible. Et est-ce que vous retournerez sur les scratch.org? Vous? Faut déjà arriver à en partir. Moi, j'y resterai. Tu resterais sur les scratch.org? Ouais, bah, je peux en parler, mais Oui, vas-y. mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Mais c'est faisable. Il faut. Nous, on s'est inspiré des frameworks qui ont été développés par Andrew Fawcett et je sais plus son nom. John Daniel. Et John Daniel, c'est ça. Le pool de scratch.org? Non. Du coup, en fait, on est en architecture unlock package et du coup, on peut se servir des scratch.org. Mais il y a quand même pas mal de contraintes et beaucoup de compétences à acquérir là-dessus. C'est pas, ça change complètement le paradigme. D'accord. Et là, tu as combien de packages du coup aujourd'hui dans cette architecture-là?
14, un truc comme ça. Lorsque tu as un nouvel arrivant, c'est assez simple de gérer un nouvel arrivant dans l'équipe. C'est plus difficile que si on a une sandbox, c'est sûr. Les notions de package, les app exchange qui pourraient être installés, ça aussi, vous les gérez avec ce framework? Non, on n'a pas encore, on s'est pas encore penché dessus. Parce que pour l'instant, on est encore vraiment sur notre core modèle avec nos unlock package. On n'a pas encore intégré, les packages autour des vendeurs qui sont installés dans l'org. D'accord, ok. Et, mais du coup, tu utilises le plugin d'Accenture, là? Ou tu fais tout à la main pour tes packages? Non, on a une CI, on a la CI GitLab. On a pris à peu près tel quel, on n'a quasiment rien changé. Okay. Vous l'avez fait à la main, enfin, c'est genre gérer les dépendances et tout ça. Par contre, oui, gérer les dépendances. Par contre, c'est le seul problème de ce truc-là qu'on n'a pas encore réglé. Bon, on est une petite équipe, donc on n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur les outils. On gère forcément les packages versions à la main dans chacun des Git, des packages. Ça, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas développé un plugin qui peut vous faire ça, vous automatiser? Alors, je sais qu'il existe des plugins, mais on n'a pas eu le temps de se pencher dessus. Alors moi, Simon, j'en ai un si tu veux. On en fait un chez Hardis. Tu as un fichier de config où tu vas lui donner la liste des packages que tu veux installer à chaque création de Scratch, qui va aussi te lancer automatiquement des Apex, qui va t'initialiser des données. Donc en gros, nous, on arrive à bosser avec des Scratch. Et c'était un petit peu pour ça ma question tout à l'heure, comment vous faites avec les consultants? Nous, on a de plus en plus de consultants qui sont autonomes avec des Scratch et qui ne connaissent pas Git et qui ne savent pas faire une ligne de commande. Donc en fait, on a fait un plugin, on a même fait un plugin VS Code qui permet de faire tout ça et qui, on va dire, qui masque en fait toute la complexité qu'on peut avoir avec Git, DX, Scratch, de façon à vulgariser tout ça. Je te montrerai si ça t'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, aujourd'hui, j'utilise le plugin qui est développé, je crois, qui a été développé par Fabien. Texé, là, qui permet d'installer les dépendances de package en automatique. Et après, le reste, c'est quelques données et des push basiques, quoi. Tu pourras regarder, il y a un Accenture qui était reparti de cette commande-là, justement, et qui a buildé dessus un truc énorme et qui va beaucoup, beaucoup plus loin pour tout orchestrer ta gestion de package. Donc, si tu as des dépendances, automatiquement, il va gérer il va tout gérer à ta place, quoi. Donc, moi, je l'ai juste regardé, joué avec comme ça, mais je ne l'ai jamais mis en place. Ça vaut le coup de regarder éventuellement. Ok. Il est très très bien le plugin d'Accenture, mais je le trouve un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage pour arriver à voir. Et le repo, il est énorme aussi. Vous voyez, c'est ça le coût de la Scratch.org, on est là. C'est qu'à chaque fois que vous voulez installer quelque chose, c'est très coûteux parce qu'il vous faut quelqu'un qui a des bonnes connaissances, qui prend son temps et qui va avoir vraiment de la CAF à passer dessus. Et là, les sandbox aujourd'hui, on enlève cette complexité. Nous, on arrive à créer une Scratch en faisant un double-clic il suffit de regarder le script tourner et à la fin, on a une Scratch prête à l'emploi avec des données dedans, avec les packages installés. Vous n'avez jamais de bug sur la branche de développe? Je sais pas, quelque chose qui peut tout planter? En fait, dans la CI, on va carrément jusqu'à créer une Scratch initialisée et lancer les classes de test. Donc, c'est un petit peu long, mais on sait qu'une pull request ou une merge request, elle pète rien en fait. Et du coup, aujourd'hui, vous pouvez en créer à volonté. C'est en séquentiel. Tout à fait. Vous avez 6 développeurs qui font une pull request dans l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne sur les runners, quoi. D'accord. Non, toutes vont tourner en parallèle. C'est parce que nous, on avait une des problématiques, c'était ça aussi. C'est que. En fait, les Scratch, elles sont indépendantes. Donc oui, tout est fait en parallèle dans les jobs. Et pour les créer plus vite, on a fait la même version que les Scratch Org Pool de l'ami d'Accenture, mais un petit peu plus simple. Donc en fait, on a un pool de Scratch avec déjà tous les packages, tous les manage packages préinstallés, et on va les récupérer dedans. On a juste le push des données à faire, qui peut être un petit peu long, mais moins long que si on initialise tout, quoi. On avait étudié cette solution à un moment donné, et c'est vrai qu'on a vu le source tracking ou sur les sandbox, on n'a pas hésité. C'est vrai que nous, du coup, on a fait la même chose que ce que vous avez fait, c'est-à-dire le pool de Scratch.org avec tous les manage packages installés. Et genre, ça peut rester quand même super long. Genre, nous, on est à peu près à 4000 métadata à pousser. Et genre, ça peut prendre 30-40 minutes, ouais. En faisant tourner les tests aussi derrière, du coup. Ouais, pareil. Ouais, moi, d'expérience, j'avais abandonné l'idée de faire ce genre de choses avec des Scratch.org. C'est vraiment...
hyper compliqué, il faut que la CI elle soit hyper poussée, puis la CI on peut pas la reproduire d'une org à l'autre parce que tel client il a tel package qui va marcher et l'autre qui va pas marcher. Enfin, c'est vrai, là je comprends vraiment le côté hyper difficile et il y a vraiment du temps à y passer si on veut scratcher une org avec une org classique, quoi. Il me semble que, je ne l'ai pas retesté depuis, mais il me semble que Accenture, ils ont amélioré le plugin et le pool maintenant. Il me semble, à vérifier, mais il est capable de pousser aussi tout sur la scratch.org. En fait, quand on la récupère en local, donc c'est juste une commande qui va nous authentifier, en fait, il y a déjà la metadata poussée et le source tracking de préparé. Enfin, le delta de source. Ce qui veut dire que si dans notre repo local, on va dire que du coup, la pool de scratch.org, il va avoir peut-être le format de la branche release, par exemple. Et du coup, si on a des trucs à pousser, il va pousser que le delta de notre branche à nous, quoi. C'est ce que j'avais vu passer dans leur Slack. Alors, je sais pas, j'ai pas testé, je sais pas à quel point ça marche, mais ça peut être intéressant de tester s'il y a des problématiques uniquement de push par rapport au pool de scratch.org. C'est bizarre parce que le push, il se base sur ce qu'il y a dans le .sfdx en local. Donc, ce qu'il y a en local. Génère pour toi, je sais pas comment, mais où il te le télécharge. Je sais pas si toi, je sais pas s'il y a une histoire où genre quand le pool il crée la scratch.org, il doit sauvegarder le folder sfdx quelque part, ou je sais pas comment ça marche. Ah, s'il y a un truc comme ça, ils sont forts en effet. Donc, il me semble avoir vu passer qu'il l'avait fait, donc j'ai pas retesté, mais voilà, on peut. Si quelqu'un veut tester ça pour le prochain meetup et nous montrer. Oh bah, tu peux lui demander directement, hein, il répond pas mal sur Twitter, il est très sympa. Ouais, bah, ils avaient présenté justement ça, mais il y a longtemps, pas il y a longtemps, il y a un an peut-être, mais ils n'en étaient pas là encore. Donc, on peut leur demander, effectivement. Est-ce que vous aurez d'autres questions? On espère vraiment que le sujet vous a plu, hein, que vous avez appris des petites choses. Puis on peut vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à Thomas et à Alima. Merci.